Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de Lamouka. Bon, on va demander de quel Lamouka s'agit-il, parce qu'aujourd'hui, c'est la question que l'on pose tout le temps. Je suis avec Jean-Jacques Mamba, qui est député national, élu de la circonscription de la Lukunga. Je sais que vous vous rappelez de sa pub, hein, de cette dame qui tombait là. Moi, c'est ça qui m'est resté à la tête. Très heureuse de vous retrouver, en tout cas depuis que vous êtes député, hein, que je vous reçois. C'est un plaisir qui est très partagé. Une intelligence de mon pays. Toujours à Canal Kin, DG de Canal Kin? Non, je ne suis plus à CCTV. Ça fait un bon moment que j'ai déposé ma démission. Donc pour l'instant, je ne m'occupe plus de la chaîne. Ok. Jean-Jacques Mamba, député national, élu de la Lukunga. On vous reproche, vous les députés, aujourd'hui, de vous occuper que de vous, d'oublier la base, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que veulent nos députés aujourd'hui? C'est vrai qu'on va en parler de long et en large, mais est-ce que Jean-Jacques Mamba descend encore à la Lukunga, comme vous le faisiez pendant la campagne? Est-ce que vous êtes en relation directe avec vos électeurs aujourd'hui? Oui, en tout cas, je n'ai pas rompu le contact. Il y a, par exemple, dans ma circonscription, les problèmes qu'il y a généralement, c'est des problèmes d'érosion. Les problèmes d'électricité, c'est tout Kinshasa. Mais spécifiquement pour la Lukunga, vous avez des problèmes avec les érosions. Et je crois que nous sommes à pied d'œuvre dans plusieurs quartiers pour apporter des moyens rudimentaires. Mais comme voyez-vous, ce sont des budgets colossaux qu'il faut mettre en place pour résoudre ces problèmes-là. Nous avions même au Parlement proposé une loi sur l'ordre des urbanistes pour qu'on redestine nos villes et qu'on trouve les moyens de délocaliser ces personnes parce que nonobstant les moyens colossaux, ce sont des zones très dangereuses et la pluie, la force de la pluie, la force de la nature et puis aussi cet urbanisme un peu anarchique qui règne dans ces coins-là. Vous avez Mitendi, vous avez Sangamamba, Top, chez Makila, ce sont des quartiers comme ça. N'ont jamais été urbanisés. Non, c'est une urbanisation anarchique. J'ai même fait un documentaire là-dessus. J'ai rencontré un monsieur qui vendait des journaux et qui est devenu aveugle parce qu'il avait perdu sa maison. Donc il a fait une tension des yeux, il est resté aveugle. On a fait des documentaires, on a accompagné ces personnes. Nous sommes allés voir le ministre des ITPR. Nous avons parlé avec le DG de l'OVD. Malheureusement, la question est inscrite sur le plan budgétaire, dont au point des écritures et tout ça. On a prévu 15 millions qu'il fallait mobiliser pour essayer d'endiguer un peu, canaliser les eaux, construire des digues, essayer un peu d'aider. Mais malheureusement, cet argent n'a jamais été mis à disposition. Et donc, nous essayons avec des moyens rudimentaires, des sacs, des bambous, mais nous savons que nous ne le faisons que pour soulager. Mais la situation est grave. Dans ce documentaire, on a eu aussi des personnes qui ont perdu leurs parents pendant l'érosion. C'est-à-dire qu'il a plu pendant la nuit, la maison se fend en deux. Il y a une partie qui part et les parents sont dans la chambre. Donc, les parents sont partis. Il y a eu des orphelins, ainsi de suite. Mais malheureusement, la seule réponse du gouvernement, malgré ou nonobstant les démarches que nous avions entamées, c'est de dire qu'il n'y a pas de moyen pour régler la situation. Mais c'est ça qui choque un peu cette population. Quand on voit les détournements des millions de dollars, quand on voit les dépassements budgétaires dans certaines institutions, alors on se pose la question, comment un si grand pays comme la RDC peut toujours avoir cette phrase-là, on n'a pas d'argent. Pour les cas sociaux comme ça, on dit toujours qu'on n'a pas d'argent, mais pour des... En tout cas, permettez-moi d'être un peu dur. Moi, j'appelle ça des bêtises. Pour des bêtises, on sort des millions de dollars. C'est ce paradoxe que moi, je ne comprends jamais. C'est le gouvernement, c'est une question de hiérarchiser les priorités. Chaque pays le social n'est pas une priorité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous prenez le budget que nous avons, ça ne correspond même pas au budget d'une compagnie de train. Pétrolière. Non, de train. Vous prenez par exemple la SNCB en Belgique, un budget qui est supérieur au Congo. Vous voyez la Belgique, juste la compagnie de train. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 4 milliards qu'on mobilise difficilement pour 80 millions d'habitants, c'est impossible. D'autant plus que ce pays dépense, en ce qui concerne les dépenses obligatoires ou les dépenses contraignantes, nous faisons tourner nos institutions avec 95% de ce que nous gagnons. Ça veut dire que si nous gagnons 4 milliards, pour supporter les institutions, nous en avons au moins pour 3 milliards 800. Donc les institutions, la présidence, votre Assemblée nationale, le Sénat, et quoi encore? Quelle autre institution? Nous avons la justice, madame. Nous avons la police. Donc quand on parle de la justice, c'est les cours des tribunaux. Lorsque vous parlez de la police, c'est sur l'ensemble du territoire national. Donc toutes ces institutions-là, pour faire fonctionner l'État, ça vous prend 95% de ce que nous produisons comme richesse. Cela veut dire qu'il ne nous reste que plus ou moins 5%, et les 5%, effectivement, les choix sont très difficiles. Entre la sécurité, parce que les efforts de guerre ne sont pas quantifiables. Vous savez, vous pouvez faire un budget d'armée de 2 milliards ou de 1 milliard ou de 500 millions, mais si la situation sur le terrain se dégrade, vous êtes obligé d'empiéter sur d'autres postes budgétaires pour financer, si vous voulez, des dépenses qui sont autant urgentes parce que sur le front, la situation s'est dégradée. Je veux dire que les choix sont difficiles. Cela ne veut pas dire que
ce qui est fait est bien fait. Cela ne veut pas dire que les choix en termes de dépenses, comme vous les avez présentés, sont bien faits, mais cela veut dire aussi qu'avec peu de ressources, il est tout à fait difficile de rencontrer toutes les préoccupations de la population. Vraiment. Merci pour cet éclairage, Jean-Jacques Mamba. Nous allons commencer par le social. Nous allons parler un peu des manifestations anti-MONUSCO à l'est de la République. Nous avons vu des arrestations aussi. Nous avons vu que ces jeunes se disent fatigués de cette présence inutile. C'est ce qu'ils disent, vraiment une présence inutile à l'est de la République. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Nous avons suivi la réponse tranchante du numéro 1 de cette institution. Nous allons en parler tout à l'heure. Et évidemment, le gouvernement Sama est là, présent, publié d'ici là. D'ailleurs, moi, ça m'étonne personnellement que Jean-Jacques Mamba n'y figure pas. Je vais lui poser la question. Premier condensé, mesdames et messieurs. C'est depuis le 5 avril dernier que les manifestants ont lancé un ultimatum de 10 jours à la MONUSCO pour qu'elle se retire du sol congolais, car selon eux, elle est incapable d'aider la région à stopper les tueries. Ce mercredi, les manifestants ont tenu à marcher devant la base près d'une paroisse locale catholique au siège de la MONUSCO pour lui signifier qu'ils sont à la veille de l'expiration de l'ultimatum et qu'ils n'ont plus besoin d'elle chez eux. Malheureusement, avant d'atteindre la base de la MONUSCO, quelques militants du mouvement citoyen Lucha et manifestants ont été arrêtés. Ils ont été embarqués à bord de 2 jeeps de la police et ont été conduits au siège local de l'Agence nationale des renseignements, indique notre source. Du côté des autorités, aucune communication jusque-là, mais elles ne veulent plus entendre parler des manifestations anti-MONUSCO dans la ville. Le gouverneur du Nord Kivu, Carly Kazivita, a décidé de suspendre temporairement toutes les manifestations pacifiques soient-elles sur l'ensemble de la province. Suite à la publication du gouvernement Sama Lukonde, certains Quinois se réjouissent d'y voir de nouvelles figures et la participation de femmes. Ils disent s'attendre maintenant au développement intégral et à la paix dans la partie est du pays. Qu'avec ces nouvelles figures, on va aussi voir de nouvelles choses. Avec la participation des femmes, je crois que ça aussi, ça va apporter du nouveau dans la façon de fonctionner de notre gouvernement. Mais aussi, c'est déjà une bonne chose. S'ils ont vraiment envie de travailler pour l'intérêt du peuple, on va assister vraiment à de bonnes choses. Au travers de ce gouvernement, nous aimerons voir les défis de l'insécurité être relevés par ce gouvernement. Donc, vraiment qu'ils sachent qu'il y a l'insécurité et que le gouvernement doit mettre des moyens en œuvre pour mettre fin à cette insécurité. Surtout à Beni, où nous attendons tous les jours la population en train de mourir. En tout cas, c'est ce que moi j'attends d'abord de ce gouvernement. D'autres Congolais de la capitale demandent aux nouveaux promus de ne pas copier les comportements du gouvernement sortant, mais de lutter pour l'amélioration de la vie sociale. Conduite ezala bien, batam sande mboka ne peuple congolais ana posa mboka etambola. Donc comportement o batona bazala nango, bango pe o ba esko bazasu na comportement na te. Ti wana toujours bazong sera mboka na difficulté. Muta o sepela zate mutale kata ba mboka eza bien, mutalo ba mboka ya bete mutu toujours alela ka ke mboka ya bien. Ba ministre o ba ekasi ba ça donc ba eno elo aliboso, toi on a besoin de vie sociale. Emploi bien dans le ministère na bango. Il faut rappeler que le gouvernement de l'Union sacrée, dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde, compte 56 membres, dont 15 femmes, soit 27%. La présence féminine connaît ainsi une augmentation de 7% par rapport au cabinet sortant. Jean-Jacques Mamba, vous vous dites proche de la population, c'est vrai, quand vous êtes élu pour toute la nation. Est-ce que vous comprenez les jeunes de Beni, de l'Est en général, par rapport à ce ras-le-bol contre la MONUSCO? J'ai eu le privilège de faire une mission avec mon collègue Mende. Nous sommes allés aux États-Unis dans une mission qui concernait relativement exactement cette problématique, c'est-à-dire la problématique de la présence de la MONUSCO et de son retrait progressif. Et pour cette question-là, j'étais le seul intervenant. Nous avons été à la Chambre des représentants, nous avons aussi été autant chez les Républicains que chez les démocrates pour essayer de discuter un peu de cette question. Il y a un vrai problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est la plus grosse mission
des Nations Unies dans le monde pour la préservation de la paix, qui consomme un budget de 1 milliard de dollars chaque année. Si nous prenons sur 17 années, c'est 17 milliards. La question est de savoir est-ce que le Congo, avec 1 milliard, ne peut pas, lui, avec ses forces armées, une meilleure organisation, endiguer la problématique de l'insécurité à l'Est. Moi, je répondrai en bon patriote que oui. Cela veut dire qu'il y a un problème entre un ratio à faire entre l'efficacité sur terrain et les moyens qui sont dépensés. Et vous remarquerez que dans ce budget que j'ai vraiment occulté, 60 à 70% va au paiement des experts. Vous avez du personnel local, vous avez des experts dont la masse salariale ne représente que 30%, la masse salariale des experts, et 10 fois plus la masse salariale des Congolais qui travaillent. Exactement. Donc lorsque il y a eu des mémos que j'ai traités, que j'ai amenés aux États-Unis. Donc lorsque vous venez pour la sécurité, que vous dites que vous voulez aider le Congo, que vous consentez à mettre un budget de 1 milliard qui est le quart de notre budget national. Donc ça veut dire que on pourrait dire que si c'était le Congo qui assurait la sécurité à l'Est, le Congo dépenserait 1 milliard chaque année pour la sécurité. Combien aujourd'hui nous sommes en mesure de mettre pour nos forces armées ou pour notre sécurité, la sécurité des personnes et de leur bien à l'est du pays? Est-ce que nous mettons 1 milliard? Je ne pense pas. Mais je pense que si les Congolais eux-mêmes, avec leurs propres ressources, consacraient 1 milliard de dollars chaque année, je pense qu'on en aurait fini avec les EDF et tous les groupes armés qui sont sur place. Nous avons un gros problème de moyens. Est-ce que de là, nous allons épiloguer sur un rejet de la MONUSCO? Je dirais que non, mais en termes de redéfinition de la mission, en termes de redéfinition de l'accompagnement, de la structure même de l'aide, il faudrait que nous discutions sur les possibilités de faire un transfert de compétences pour que déjà ça coûte moins, mais aussi qu'il y ait un renforcement de capacité dans le chef des Congolais, c'est-à-dire de nos militaires, de nos forces armées, de nos techniciens, pour que de ce transfert, via cet appui, nous puissions effectivement avancer dans la direction de la paix. Il semble aujourd'hui que si nous devons faire un bilan de ce que la MONUSCO a apporté dans ce pays, si vous prenez le budget qui a été consacré, le ratio n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une corrélation entre ce qui est dépensé et les résultats qu'il y a sur terrain. Alors je peux comprendre la loucha parce que dans une certaine mesure, il arrive des cas où à 2 ou 3 kilomètres d'une base de la MONUSCO ou d'une unité de la MONUSCO, on tue les gens à la machette, alors qu'à 2 ou 3 kilomètres, la MONUSCO est là. On peut se poser la question de savoir quel type de moyens ils utilisent, parce que nous avons bien vu des guerres en Irak et un peu partout, lorsque les Américains, qui font partie de la mission, se décident de traquer une personne, les moyens sont mis en... Voilà. Donc, naturellement, on pourrait dire que si ces EDF étaient aux États-Unis, on en aurait fini en moins de 2 mois. C'est simplement pour dire que je comprends, c'est une préoccupation qui est légitime que de voir l'inefficacité relative de la MONUSCO. En ce qui me concerne, en tant que Congolais, je constate aussi que si un quart du budget que nous sommes capables de produire va pour la sécurité de l'Est par des étrangers et que les résultats sur le terrain ne correspondent pas à la réalité, il y a lieu de discuter et de voir comment, à terme, on peut avancer vers un renforcement de capacité. À un moment, le président de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il s'est dédié à un moment, mais c'est déjà passé, c'est déjà parti, et tout le monde maintenant se pose la question. Il a dit carrément, vous les députés de l'Est, sortez des groupes armés. D'ailleurs, on dit même de la lucha, qui la lucha sert aussi d'informateur ou d'informatrice, parce que c'est la lutte contre... Oui. C'est ça, voilà, d'informatrice. Jean-Jacques Mamba, député national. Vous regardez cette population. Je sais que vous êtes un homme honnête. Sincèrement, est-ce qu'il y a des députés qui soutiennent intentionnellement ou pas les groupes armés? Je ne sais pas vous le dire, parce que premièrement, je ne suis pas de l'Est du Congo. Donc je suis élu au Congo comme vous m'aviez présenté. Je n'ai jamais entendu, je n'ai pas des preuves matérielles qui me permettent d'alléguer qu'il y a des députés qui soutiennent les groupes armés. Ce que je sais, ce qui a amplifié la polémique, c'est qu'on a vu un jeune qu'on a appréhendé dernièrement, qui se retrouvait dans une manifestation de la Lucha et qui se révèle être un informateur. Cela veut dire qu'il y a une forme d'osmose entre ceux qui tuent et ceux qui, entre guillemets, sont censés alerter et si vous voulez, lutter pour que la paix existe à l'Est. Et puis aussi, c'est un problème économique. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'allez pas voir des EDF au Bandundu. Vous n'allez pas peut-être les voir dans des coins où il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de coltan. Cette guerre est intimement... Mais de manière corollaire, lorsque certains pays voisins deviennent les premiers producteurs des matières que nous avons et qui sont exploités illégalement comme légalement dans les zones à conflit, il y a plusieurs intérêts qui sont... paramètres. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je ne vais pas alléguer ou affirmer qu'il y a des collègues qui seraient impliqués ou pas dans les groupes armés. Si c'est le cas, je vais réitérer ce message
pour leur demander d'arrêter parce que le sang a trop coulé, mais de manière générale, c'est un problème économique. Et nous avons, nous, en tant que Congolais, en tant que gouvernement, en tant que Parlement, l'entière responsabilité de régler ce problème. Le gouvernement, question personnelle. Moi, je m'attendais personnellement. Il y a quelques têtes que je voulais voir au sein de ce gouvernement. Dont vous, je le dis ouvertement, et ça m'a quand même surpris de ne pas voir Jean-Jacques Mamba au sein du gouvernement, plus fidèle, les fidèles de Jean-Pierre Bemba, parce qu'on a dit aujourd'hui que la loyauté et la fidélité payent, mais j'ai l'impression qu'on ne vous a pas payé. Hein. Non, je ne pense pas que le gouvernement, c'est une question de rétribution. Moi, d'abord, je peux vous dire... Vous êtes le seul à le dire. Je peux vous dire que, d'abord, les personnes qui nous représentent sont des personnes valables. Vous avez maman Eve Bazaïba, par exemple, qui a adhéré au MLC avant moi. C'est une dame qui s'est vraiment battue et qui mérite amplement aujourd'hui d'être remerciée ou d'être placée ou de représenter le parti au ministère de l'Environnement. Vous avez le Dr Mbongani, c'est déjà sa profession. Ce sont des anciens du MLC et vous avez aussi notre collègue Molipe qui est un ancien compagnon. Ça veut dire qu'au MLC, il a plus de 20 ans. Moi, je n'en ai que 15. Je pense que j'ai bataillé. J'ai bataillé durement pour être député national. Et pour votre information, Lukunga, c'est de Mitendi à Barumbu. Il y avait la députation nationale comme la députation provinciale. Au nom du MLC, il n'y a eu qu'un seul élu. Je le suis. Ça veut dire que nous n'avons eu aucun député provincial. Et je suis le seul député du MLC de toute la Lukunga. Pour moi, j'en suis déjà fier. J'ai bataillé pour l'être. Je n'ai pas bataillé pour être ministre. Si le président du parti ou le bureau politique ne me désigne pas pour être ministre, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. On doit encourager ceux qui y sont. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, après le Yémen, ou avant le Yémen, pour mieux dire, le Congo est le pays où il y a le plus de famine. Ça veut dire que le taux de famine dans ce pays est le plus... Donc nous sommes le pays le plus pauvre au monde et donc c'est de ça qu'on doit parler. Vous avez suivi cette population et ils ont dit que bon, il y a une certaine crainte. C'est vrai qu'il y a un renouvellement vraiment, on a vu, hein, 27% de femmes, mais il y a quand même des têtes qui sont reprises là-bas, pardon. Bon. Vous y croyez, vous, à ce gouvernement? Vous leur donnez une Vous n'avez pas l'air d'y croire. Moi, je pense que nous avons presque l'obligation de les encourager. D'y croire, de les encourager. Oui, de les pousser vers le travail, vers la rencontre des préoccupations qui sont les nôtres, celles de nos populations, qui sont d'une urgence quand même capitale. Il faut que nous le disions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'heure où on va commencer à polémiquer et encore perdre du temps dans la discussion politicienne. La situation est gravissime. À tous les points de vue, nous sommes presque en cessation de paiement. Le pays est en grande difficulté, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social. Et ma foi, nous devons tous payer, dans une forme de sacrifice collectif, le prix de faire avancer ce pays, croire... Nous n'avons pas le choix, en fait. Nous n'avons pas le choix. En tant que féministe, je suis quand même contente, 27% ont des femmes au sein du gouvernement, mais il y a une phrase, c'est vrai que beaucoup disent, cette phrase du Premier ministre a été sortie de son contexte. Le Premier ministre a dit que les femmes doivent prouver leurs compétences et après peut-être qu'il y aura augmentation. Et moi, ça m'a énormément choquée. Moi, je ne mâche jamais mes mots. Moi, je me demande toujours pourquoi la femme doit-elle à chaque fois prouver sa compétence. Parce que quand on voit l'état dans lequel se trouve ce pays, ce n'est pas à cause des femmes. Hein. Vous avez été à la tête de toutes les institutions pendant plus de 50 ans, et aujourd'hui on est par terre. Ce n'est pas une femme qui a été présidente de la République. Il n'y a jamais une femme Premier ministre, à part à l'Assemblée nationale 2 ou 3 têtes. Moi, Paulette Kimoutou, je ne peux pas prouver ma compétence face à Jean-Jacques Mamba. Pourquoi vous demandez toujours à la femme de prouver sa compétence? C'est quand même sexiste, c'est quand même insultant et rabaissant. Je comprends votre position. C'est rabaissant. J'ai étudié à l'université avec des filles très brillantes, d'ailleurs même plus brillantes que moi-même, j'en connais. Hein. Je ne pense pas que c'est une question de compétence simplement des femmes, c'est une question d'engagement aussi. Et je pense qu'il faut quand même, il faut éviter les asymétries. Ça veut dire que vous-même, dans une certaine mesure, vous revendiquez votre statut de femme comme si c'était un statut qui était particulier. Et je pense que lorsque vous prenez les listes électorales, c'est-à-dire que vous prenez les listes de 2018, vous prenez les partis politiques, vous voyez sur chaque liste, alors que les listes sont ouvertes, vous avez très peu d'engagement. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être, c'est vous affirmer davantage, c'est-à-dire vous inscrire nombreuses sur les listes électorales, démarcher pour obtenir la confiance de vos concitoyens et créer une majorité au sein du Parlement. Et surtout de vous, nos maris, parce qu'il y a beaucoup de maris, ça je le dis, c'est un débat de société, il y a beaucoup de maris qui n'aiment pas
voir leurs femmes s'engager dans la politique. Mais c'est ça aussi un blocage. La symétrie, c'est quoi aussi? La femme doit obéissance à son mari. La femme doit obéissance à son mari. Quand son mari dit non, tu t'engages pas dans la politique, mais la femme doit obéir à qui? À la politique ou à son mari? Je crois que la seule différence fondamentale qu'il y a entre les femmes et les hommes, elle est physiologique. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des formes d'asymétrie que vous-même, vous cautionnez. Par exemple, aujourd'hui, excusez-moi l'expression, vous allez au restaurant et puis on vous demande de partager la facture, vous dites Yosa Mobali. Donc je veux dire que quelque part, c'est vous-même qui êtes consciente de la position et vous aimez cette position. Parce que vous avez un rôle prépondérant dans la société et lorsqu'on vous ajoute le rôle politique, on considère l'intelligence que vous avez, effectivement, vous pouvez nous apporter de bons résultats. Mais tout dépend étroitement de votre engagement et non de ce que M. Sam a dit. Merci. Et permettez-nous de vous doter et vous allez voir que les femmes vont énormément doter les hommes. Je vous le dis. Si on change ce paradigme et qu'on permette aux femmes de doter. Il faut le revendiquer. Moi, je serais très heureux que les hommes ne se... Vous savez, les listes aujourd'hui, c'est ça. Permettez-nous de vous doter. Des télévisions 55 pouces et tout ça. Si on peut changer ça. Permettez-nous vraiment de vous doter. Voilà, nous allons maintenant aller à l'Assemblée nationale. Vraiment, l'Assemblée nationale, on n'y comprend plus rien. Moi, j'y étais la semaine dernière, mais vraiment, on sent une tension palpable à l'Assemblée nationale. J'ai vu des combattants autour de l'Assemblée nationale brandissant leur calico comme à l'habitude. D'ailleurs, ils s'en prennent carrément aux députés dits révolutionnaires. Jean-Jacques, nous allons en parler un peu tout à l'heure. Après avoir rendu public le 9 avril dernier le rapport général du processus électoral de 2012-2019 et de 2019-2020, à l'issue du débat général sur ce rapport, le président de la Commission électorale nationale indépendante avait demandé un délai raisonnable pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Ce mardi, Corneille Nangaa a apporté ces éléments de réponse. Ayant rencontré les préoccupations des élus nationaux, ces derniers ont adopté les deux rapports. Au sortir de la séance plénière, le président de la centrale électorale a exprimé toute sa gratitude à la représentation nationale. Nous voulons remercier les députés nationaux et son bureau, particulièrement le président de l'Assemblée nationale, pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice. En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions, surtout qui ont été soulevées pendant ces débats. La CENI, en tant qu'organe technique, dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire, a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi, nous voyons que les deux rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Désormais, un nouveau cycle électoral a commencé, a déclaré Corneille Nangaa. Un cycle électoral s'est clôturé, un nouveau cycle a commencé. Et nous sommes justement à cette phase. Ce nouveau cycle doit commencer avec des réformes. La CENI est disponible, elle reste disponible, conformément à la loi organique, à apporter ces éclairages techniques pour appuyer les députés nationaux et les sénateurs. Ici est de noter que cette plénière s'est déroulée sous la houlette de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. C'est un réveil à petit feu des combattants de l'UDPS qui ont hâte de voir le nouveau gouvernement à l'œuvre pour l'amélioration du social des populations actuellement dégradées. Ici, ce sont les représentants de 25 sections de la Ligue de jeunes du parti présidentiel qui sont réunis pour notamment réagir face à une volonté occulte de saboter l'investiture du gouvernement d'Idée Warriors. Le collectif condamne les propos de 200 députés de Nati à déshonorer la nation et leurs fonctions et leur demande d'adapter une attitude à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le collectif exhorte le peuple congolais à faire confiance au gouvernement des Warriors pour l'amélioration des conditions de vie. Mais le collectif tient aussi à remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le choix de Nicolas Kazadi au poste du ministre des Finances. Le collectif félicite le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur chaque nominé au sein du gouvernement Sama Lukonde. Le collectif remercie le président de la République pour le choix porté à la personne de Nicolas Kazadi Kadimanzouji au poste de ministre des Finances
l'argentier de la République en raison de son expérience et de ses compétences. Le collectif recommande aux membres du gouvernement d'accompagner les actions et la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo fort et émergent. À l'unisson, les 25 présidents des différentes sections de la Ligue de jeunes de l'UDPS n'ont pas cessé de réitérer leur engagement d'accompagner la vision de Félix Tshisekedi. Jean-Jacques Mamba, question directe. Quelle est la vision du chef de l'État? Bon, allez, de manière très sommaire, l'UDPS a prôné ce qu'elle appelle l'état de droit. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout à fait, on va pas dire ça vague, mais ça regroupe beaucoup de choses qui ne sont pas clairement définies. Parce qu'une politique gouvernementale se définit et il y a des axes prioritaires, et en dehors de ces axes prioritaires, vous avez aussi des stratégies pour atteindre des objectifs. Je pense que ces questions-là n'ont pas été discutées. Le chef de l'État nous a simplement dit dans le cas de l'Union sacrée qu'il souhaitait à ce que les Congolais vivent mieux, résoudre les problèmes de la sécurité, lutter contre la corruption, essayer d'améliorer la justice, en tout cas l'état de droit, l'épicentre c'est la justice, mais je veux dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un programme comme ça en dehors de son programme présidentiel, hein, lorsqu'il était candidat, il n'y a pas un programme détaillé qui nous permet aujourd'hui de vous dire exactement quelle est cette vision. Nous avons suivi ces jeunes de l'UDPS, il y a un complot, il y a une main noire qui veut saboter l'action du nouveau gouvernement, déjà par rapport à l'investiture. Jean-Jacques Mamba, qu'est-ce que vous voulez, vous les députés? On vous a mis à l'Union sacrée, vous avez dit le chef de l'État a été visionnaire. Il a dit venez, construisons ce pays. La majorité a basculé. Le gouvernement est là. Et aujourd'hui, voilà, plus de 200 députés à peu près, pas plus, peut-être 200, disent non. Ils ne se retrouvent pas. Au Conseil Bango, Balongo, dans groupe, on va combien pas, nous, pour payer poste. Et là, ils menacent même, carrément, ils l'ont dit, l'investiture de ce nouveau gouvernement, une sorte de chantage. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Vous savez, madame, j'ai personnellement tweeté pour exhorter les collègues à un peu plus de responsabilité et de solidarité par rapport à l'urgence des situations qui s'imposent à nous actuellement. Avec votre permission, je vais prendre un peu de temps. J'ai noté 2-3 points pour vous expliquer en profondeur le problème que nous avons. Le premier problème ou le premier point, je vais en citer 3, c'est notre irresponsabilité politique collective. Vous savez, à l'époque, M. Mobutu avait souhaité qu'il y ait un multipartisme limité, contrôlé, encadré. À 3. Vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, je lui donne raison, carrément. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une métastase du MPR. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un cancer qui a produit plus ou moins 890 partis politiques, d'après les dernières informations, mais qui sont un clonage parfait du MPR. Ça veut dire que ce que nous reprochons à Mobutu à l'époque, c'est ce qui se passe dans tous les partis aujourd'hui. Ça veut dire qu'à la place de dire président fondateur, nous avons les autorités morales et nous avons les leaders. Et 890 partis politiques, lorsque vous prenez par exemple l'Union sacrée, on va prendre un exemple simple, allons dire qu'il y a 400 partis politiques et des plateformes. Lorsqu'il faut faire un gouvernement, vous allez discuter avec plus ou moins 200 patrons de partis politiques qui ne sont finalement que des entreprises privées à caractère politique. C'est un peu comme des SPRL où vous avez l'autorité morale qui décide de tout. Je ne suis pas en train de dire qu'en foncièrement les Congolais sont des dictateurs, mais je vous explique aussi, parlant de l'irresponsabilité collective, que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui se passe. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'il y a lorsque vous avez un parti, et vous allez remarquer que tous les présidents des partis d'après 90 sont morts présidents s'ils ne sont pas encore en vie. Et s'ils sont encore en vie, ils sont présidents de leur parti. Vous n'allez jamais voir dans un parti une élection organisée au sommet de ce parti-là. Comme le MLC, de toutes les façons. Je n'en disconviens pas. Exactement. Je n'en disconviens pas. Donc déjà, ça pose un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez en face de vous 200 personnes avec lesquelles vous devez traiter. Et lorsqu'on couple cela à la proportionnelle, pour faire un gouvernement qui est représentatif, c'est vraiment un casse-tête en présence de 890 partis politiques. Et je pense que nous sommes les premiers au monde. Pour moi, c'est un cancer parce qu'on a reproduit, on a cloné le MPR et ça ne marche pas. Vous allez retrouver certains partis politiques où il y a 2 élus. Le premier élu, c'est le président. Le deuxième, c'est le secrétaire général. Et avec un peu de chance, c'est pas un membre de sa famille, mais dans la plupart des cas, c'est un membre de sa famille, son beau-frère, son fils et ainsi de suite. Donc, ça, c'est d'abord un vrai problème de culture politique. D'ailleurs, dans ce cadre-là, moi, à l'époque, dès le début de la législature, j'avais proposé une loi qui a été rejetée par le gouvernement qui parlait du financement, mais en réalité qui visait le contrôle
des partis politiques qui pour la plupart, n'existent que de mallettes. Parce que pour avoir une lisibilité dans le cadre de la formation d'un gouvernement, vous devez avoir, si vous voulez, des groupes qui sont compacts, avec des idéologies, des programmes qui sont compacts, et négocier sur base des programmes. Donc le deuxième problème que nous avons, c'est que pour constituer un gouvernement, nous n'avons pas une approche programmatique, mais nous avons une approche arithmétique. Avec la proportionnelle, on commence à compter le nombre. Vous avez 8 députés, vous avez entendu. On vous dit 8 députés pour un ministère. Alors qu'en Europe, dans les pays, pour un ministère, en Europe, dans les pays qui sont développés, pour avoir une coalition gouvernementale, c'est sur base des programmes. C'est-à-dire que vous devez faire des concessions par rapport à ce que vous avez promis à vos électeurs. Vous pouvez dire, bon écoutez, nous avons promis à nos électeurs une baisse des charges de 10%. Les autres ont promis une augmentation des charges de 10%. Donc, et si vous voulez vous mettre ensemble, vous trouvez un juste milieu et vous trouvez le juste milieu. Et là, il y a accord de gouvernement. Mais chez nous, nous sommes dans une logique arithmétique où nous vous disons que bon, voilà, si vous avez 8 ministres, vous avez un député. Donc le premier problème, c'est déjà, comme je vous ai expliqué ici, la philosophie ou la culture politique. Nous sommes dans une métastase et on ne se retrouve plus parce qu'il y a trop de partis politiques. Le deuxième problème, c'est un concert. Le deuxième problème, c'est celui-là, de la logique, qui est, au lieu d'être programmatique, elle est arithmétique. Et le troisième problème, c'est la faiblesse, si vous voulez, des organismes et institutions de contrôle et de régulation. Parce qu'il y a un différentiel important entre être ministre et être député. Pour certaines personnes, c'est une question de survie. Et comme tout le monde sait qu'en étant ministre, on a la possibilité, parce que la Cour de compte ne fonctionne peut-être pas très bien, parce que les députés ne font pas un bon contrôle parlementaire, parce que l'IGF ne fait peut-être pas bien son travail, en étant ministre, on a la possibilité de s'enrichir plus vite. Et avec le système de la proportionnelle, lorsque vous êtes dans le gouvernement, vous assurez votre survie politique en tant que parti ou en tant qu'individu. Donc lorsque vous prenez ces trois problèmes ensemble, vous avez effectivement de la cacophonie, vous avez du désordre. Et donc, ce que nous devons faire, c'est avoir le courage des réformes. Déjà, 890 partis politiques, ce n'est pas possible. Il faut les ramener à 15, 20 maximum. Mais c'est vous, l'Assemblée nationale, qui pouvez... Moi, je ne vais pas me fatiguer. Moi, j'ai fait une proposition de loi. Je vais en relancer... avoir que 3-4 parties. Je vais encore lancer une autre proposition qui va dans ce sens-là. Parce qu'aussi longtemps que nous aurons des patrons politiques multiples, qui lors d'un gouvernement, chacun vient avec... Et nous n'aurons jamais de programme de gouvernement. Ce que notre Premier ministre va faire, ça sera un programme de consensus au sens général, mais en tout cas en termes d'input, ceux qui veulent aller au gouvernement n'ont pas d'input à apporter. Ils n'ont juste que des nombres de députés à présenter pour être au gouvernement. C'est un peu ça. Un pays à part, hein, la République démocratique du Congo. Vraiment nous devons prendre le courage des réformes et parler des vrais problèmes. Et même par rapport à la CENI, accordez-moi une minute. La question, un internaute m'a dit de vous poser. On doit commencer par quoi? Par changer la tête, donc le bureau et tout ça, ou commencer par les réformes? Non, mais déjà... C'est comme l'œuf et la poule, on doit commencer par quoi? Déjà, le mode de désignation pose problème. Vous savez, nous les Congolais, on doit être courageux. Voilà ce que nous disons, voilà comment nous postulons la problématique de la CENI. Nous l'appelons Commission électorale nationale indépendante. Mais nous disons en même temps que nous voulons que chaque parti, chaque regroupement, chaque groupe, c'est-à-dire société civile, majorité, se retrouve pour avoir un œil ou pour avoir un droit de contrôle et d'action dans la même CENI. Donc non seulement c'est un quiproquo, c'est équivoque. Comment voulez-vous avoir une institution indépendante dans laquelle vous mandatez des gens par des décisions politiques? Parce que pour que vous vous retrouviez à la CENI, c'est votre parti qui vous désigne. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'avait pas de travail ou qui avait une situation précaire, vous le mandatez comme président de la CENI ou vice-président de la CENI, et vous pensez un seul instant que cette personne-là serait indépendante de son parti? C'est utopique. Donc on doit commencer par... On doit prendre le courage de changer le mode de désignation en Afrique du Sud, et moi j'ai proposé cela malheureusement, même dans mon groupe parlementaire, on ne veut pas de cela. Moi je parle de filtrage. Ça veut dire qu'en Afrique du Sud, il faut qu'il y ait une certaine dose d'aléatoire. Il ne faut pas que même si c'est un parti qui désigne, qu'il ait la certitude que la personne désignée, c'est celle qui sera là. Ça veut dire qu'elle doit avoir un groupe, et à la fin nous finissons par des tirages au sort, de sorte que il y a 50% de désignation et 50% d'aléatoire, ça va un peu diminuer la pression sur les animateurs. On doit prendre le courage des réformes, on ne veut pas prendre, on revient avec les mêmes formules et on s'étonne qu'à la fin, les gens dorment à la Cour constitutionnelle et qu'on ne s'en sorte pas. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba pour cet éclairage. Vraiment, on en avait besoin. Nous allons parler maintenant des lois proposées par rapport à cette législature. Nous avons la réaction d'un mouvement citoyen par rapport à la loi que M. Mbata a proposée. Nous allons aussi parler de ce qu'a proposé M. Wakenda, et nous allons parler de la restructuration du cabinet du chef de l'État. Beaucoup disent qu'il y a trop de conseillers. Bon, on a fait aussi un certain
distinguo entre ce qui s'est passé sous Kabila avec 450 conseillers à peine. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de 1000 conseillers au cabinet du chef de l'État. Nous allons parler tout à l'heure. Ordonnance numéro 21-013 du 14 avril 2021 portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Wameso Nkwaloloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, professeur Nicole Boachia Ntumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue Bogado. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 avril 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Professeur Mbata, c'est mon professeur qui m'a enseigné, envers qui j'ai beaucoup d'estime. En ce qui concerne sa proposition, il faut voir les buts poursuivis. Si c'est pour normaliser une anomalie, ça ne peut être que la bienvenue, cette proposition. Mais si c'est un règlement des comptes politiques pour dire qu'on va démanteler tout ce que Kabila a fait, parce que tout ce qui était fait du temps de Kabila n'était pas mauvais, parce que nous avons une constitution aujourd'hui qui a été promulguée par Kabila, sur base de laquelle le pays est en train d'être géré. Alors si le mobile est de rejeter parce que cela a été fait du temps de Kabila, cela ne peut pas être accepté. Je demande à mon maître, le professeur, d'expliquer le contenu, l'objectif poursuivi. Et je pense que si l'objectif est de l'intérêt général, on ne peut que soutenir. Le combat d'Etienne Tshisekedi, de Simon Kimbangu, de Mamadou Ndala, de Rossi Mukendi, le combat de Lik Nkulula, le combat de plusieurs qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre l'intégrité et la dignité du Congo est un combat noble. Je pense qu'on ne peut pas faire des textes taillés sur mesure. On ne peut pas aussi refaire les mêmes erreurs que nous reprochions dans les temps passés. S'il y a eu une erreur qui a été commise, on ne peut pas la répéter. Il faut faire des choses pour permettre en ce que les lois soient générales, impersonnelles. On ne peut pas tailler un texte sur base d'une seule personne parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez cité cela, il faut aussi citer Kim Pavita, il faut citer plusieurs personnes, le père de l'indépendance, le cardinal Malula. Il y a beaucoup de gens qui ont mené ce combat et qui continuent à le mener. Donc je pense que nous devons faire nos textes pour essayer de mettre tout le monde, parce que le texte doit être général et impersonnel. Jean-Jacques Mamba, plusieurs compatriotes ont proposé des lois. Il y a la loi Mbata, il y a la loi Wakenda et la loi d'Henriette Wam. Nous commençons par Mbata. Par rapport aux ordres nationaux des héros Lumumba, Kabila. Pourquoi veut-il réformer cela? Ce sont simplement les noms Je n'ai pas encore lu l'exposé des motifs. Et je pense qu'on doit respecter le travail. C'est d'abord un collègue, donc je respecte le travail qu'il fait, sa proposition. Elle sera débattue au Parlement. Mais c'est vrai que ça n'entre pas dans le cadre des priorités que moi je juge. C'est ça d'ailleurs la deuxième question. Ça n'entre pas dans le cadre des priorités par rapport à la situation actuelle. Ça voilà, c'est honorifique. Je pense qu'il est en train de penser effectivement que le feu Etienne Tshisekedi pourrait être désigné héros national. Et tant d'autres. Je n'ai pas d'inconvénient, mais je veux simplement dire qu'aujourd'hui, même lui-même dans sa tombe,
tombe, ne penserait pas que ça serait une priorité en ce moment-ci. Je pense que les Congolais ont attendu 37 ans. Il y a eu un sursis de 2 ans parce qu'il y avait la coalition FCC Cash. Et aujourd'hui, nous sommes tous demandeurs, les Congolais sont demandeurs d'une meilleure vie. Et je pense que nous devons travailler dans ce sens-là. Demandeurs de sécurité. Vous suggérez que les prochaines propositions de loi tiennent compte vraiment de la réalité et des priorités actuelles. Des priorités. Il faut hiérarchiser les priorités. Je pense que, vous savez, nous sommes quand même un pays assez particulier où il y a des excellences, il y a des honorables, mais en réalité, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Ça veut dire que nos titres et qualités ne se reflètent pas dans la transformation de la vie des gens. La vie politique, les politiques en général, ne sont efficaces, ne sont bons que lorsque leur vie impacte réellement sur la loi Wakenda. Vous avez parlé d'un sursis, je vous ai suivi de 2 ans. Et d'ailleurs, ce monsieur, ce compatriote, vraiment, qui dit carrément que nous devons faire le décompte à partir de la sortie du gouvernement. Et bon, donc déjà, les 2 ans doivent, selon lui, être voilà. nuls. À ma connaissance, il n'est pas député, donc il n'a pas déposé une proposition de loi. Je pense qu'il a déposé un mémo. Ah, c'est un mémo, c'est pas une qui proposition. devrait être soutenu par le groupe UDPS. Et je connais la qualité de certains gens dans le groupe UDPS, notamment les Paul Chilumbu, les Tony Mwaba. Je ne pense pas qu'ils vont soutenir ce genre de... Moi, je vous pose cette question, carrément. Puisque vous avez parlé d'un sursis, parce que vous êtes aujourd'hui dans l'Union Sacrée, vous le dédouanez objectivement des 2 ans passés. Puisque les gens disent, comme il y avait cette coalition FCC Cash, donc cela ne permettait pas à Tshisekedi d'avoir les mains libres ou avoir vraiment l'impérium à 100%. Donc, tu comprendrais, des ans, nous avons... Donc, tu la détente à partir, il y a le gouvernement Samalukonde. Là, il est libre aujourd'hui, il a l'impérium et tout ça. Nous avons des contraintes constitutionnelles. Et pour réfléchir comme ça, il faut d'abord changer la Constitution, ce qui est pratiquement inopportun en ce moment. Lorsque j'ai parlé de sursis, je suis en train de dire que ceux de l'UDPS ainsi que leurs militants ont, entre guillemets, les 2 premières années, concédé au président Tshisekedi le fait qu'il n'a pas pu faire rayonner sa vision parce qu'il était à coquiner au FCC ou avec M. Joseph Kabila. Ça, c'est leur point de vue. Ce n'est pas le point de vue de l'ensemble de la population. La maman qui vend du pain au coin, lorsque vous lui donnez cette explication, elle ne va pas la comprendre. Mais nous avons des contraintes institutionnelles, nous avons des contraintes constitutionnelles, et il n'est pas question, en tout cas moi en tant qu'individu, en tant que député, que nous modifions la Constitution parce que M. Wakenda estime que le président Tshisekedi n'a pas bien travaillé les 2 premières années. Là, le mieux à faire, c'est de mieux travailler les 3 prochaines années. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Avec un peu de volonté, avec beaucoup d'hargne, on peut réussir, je ne parle pas de l'Union sacrée, à récupérer ou à faire mieux. Nous n'avons pas permis que M. Kabila, l'ancien chef d'État, modifie la Constitution. Nous ne permettrons pas que la Constitution soit modifiée dans le sens d'élargir le mandat de qui que ce soit, au motif qu'il aurait perdu 2 ans dans des querelles politiques. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Le cabinet du chef de l'État. Beaucoup disent toujours des nominations et tout ça. Et pourtant, les gens plaident. Et c'est même certains députés qui plaident pour, comment on appelle ça, comment vous appelez ça en français, quoi, à diminuer le train de vie. Le train de vie des institutions. Et beaucoup se plaignent qu'il y a trop. Vous l'avez dit vous-même, les institutions bouffent, permettez l'expression, 80%, 85% du budget national. Toujours, écoutez, toujours il est certain, je suis à l'ECOFIN, donc j'ai plus ou moins une idée des effectifs, rapporteur du groupe dépenses, j'ai plus ou moins une idée des effectifs de chaque institution. Effectivement, pour faire tourner ce pays avec 26 assemblées provinciales, des gouverneurs, 26 gouvernements provinciaux, gouvernement central, il faut énormément de moyens. La question est de savoir, est-ce que nous allons prendre le courage de diminuer le train de vie de l'État par des réformes structurelles? Par exemple, en disant, on va abolir les assemblées provinciales, on devra diminuer de moitié les effectifs à la présidence de la République, on devra rabattre les émoluments des députés nationaux et des sénateurs, on devra. Est-ce que nous avons le courage de faire ces choses? Mais au lieu de parler des choses que nous ne pouvons pas faire, ayons le courage de travailler pour que le coulage des recettes cesse, ou du moins diminue sensiblement. Travaillons d'arrache-pied pour augmenter le budget de l'État, parce que dans n'importe quel pays, avec 80 millions d'habitants, quelles que soient les gymnastiques que vous allez faire, si vous voulez le faire fonctionner, il vous faut au moins un budget de 40 milliards de dollars. Que nous n'avons pas, et que l'Angola a, qui est un pays voisin.
Le budget de l'Angola est 10 fois plus le budget de la RDC. Pour le cabinet du chef de l'État, d'une façon générale, Jean-Jacques Mamba, est-ce qu'il n'y a pas un organigramme précis? Est-ce que chaque président vient avec son organigramme? Parce que je ne comprends pas. Si sous Kabila, il y avait 450 conseillers, pourquoi sous Fachi, il y en a 1000? Est-ce qu'il n'y a pas un organigramme détaillé de la présidence de la République? Monsieur Félix Tshisekedi, c'est une question c'est une question que je vais vous répondre sans ambiguïté. Le président de la République est une institution. Okay. Il organise ses services. Selon... Et il a, entre guillemets, parce que si vous confirmez ces chiffres-là, jugé important d'avoir toute cette kyrielle de conseillers. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si moi je suis président de la République, je vais peut-être moi demander à ce que je n'ai que maximum 300. Peut-être moins que ce que Kabila avait. C'est un choix personnel dont il répondra en tant que... C'est un choix personnel. J'ai compris. Il n'y a pas non, mais l'organigramme détaillé pour chaque... Que ça soit impartial. Chaque président de la République aura par exemple 150 conseillers, point bas, vu la situation dans laquelle il faut faire des réformes dans ce pays. À moins que cela soit une proposition de loi. Mais il le faut, Jean-Jacques Mamba. Que le président de la République, en tant qu'institution, organise ses services à sa manière et il en répond à la fin de son mandat. Si aujourd'hui nous constatons... C'est vrai qu'il organise à sa manière, Jean. Là, je ne vous lâche pas. Il organise à sa manière, mais il prend l'argent des contribuables congolais. Il ne paye pas monsieur Tshisekedi ou monsieur Kabila, ne payez pas ses conseillers par leur poche. C'est l'argent de l'État congolais, du contribuable congolais. Alors moi, contribuable congolais, je propose par exemple que vous les députés disiez par exemple qu'un cabinet du chef de l'État, c'est une institution qui lui est sans conseiller, point bas, on n'a pas d'argent, Madame, je voulais vous dire quelque chose. Je concède et je comprends votre colère saine. Et je vous répète ce qui suit. Le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement. Il est responsable devant vous, le contribuable. Si aujourd'hui, lorsqu'il aura fini son mandat, il se représente par devant vous, et que vous avez ce reproche-là à lui faire, et que c'est pour vous une raison de ne pas le réélire, sentez-vous libre de ne pas le réélire. Mais en ce qui me concerne... Mais en attendant, c'est notre argent qui part en fumée. Si je suis président... Pendant 5 ans, mon argent part Malheureusement, notre système constitutionnel ne nous permet pas d'interpeller le chef de l'État sur l'organisation de ses services. Comprenez que nous avons cette contrainte. Maintenant, si lui, pour réaliser la mission que vous lui avez confiée, vous le suffrage, par suffrage universel, estime qu'il doit avoir cette de conseillers, il viendra vous en répondre lorsqu'il s'agira, s'il en a l'intention, de se présenter pour un deuxième mandat. Mais personnellement, j'estime qu'à la présidence de la République, il y a lieu de revoir drastiquement les effectifs, c'est-à-dire avoir des effectifs qui correspondent à la situation du pays, dont le budget ou le paiement correspondrait à la situation du pays. Et c'est vrai qu'actuellement, la situation de notre pays ne nous permet pas d'avoir de telles dépenses, pas seulement à la présidence de la République, au Sénat, dans l'armée, au Parlement. Nous n'avons pas les moyens de notre politique rémunératrice, c'est-à-dire de nos dépenses contraignantes, d'autant plus qu'elles prennent 95% de ce que nous gagnons. Nous allons parler de la MOUCA. Nous y sommes maintenant et nous allons parler de... Nous allons revenir à l'insécurité. C'est parce que quand vous parlez par exemple du budget, moi j'aurais aimé, en tant que contribuable congolais, que la majeure partie de cet argent soit déversée dans l'armée congolaise qui combat les groupes terroristes. C'est ça, c'est ma proposition en tant que simple contribuable. On y revient tout à l'heure. En croire Prince Epenge, cadre de la coalition Lamouka, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, et celui du MLC, Jean-Pierre Bemba, ont pris position en faveur de l'union sacrée de la nation, prônée par le président de la République. Selon lui, ces deux personnalités sont malmenées dans l'union sacrée, qui est la fusion de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Lamouka continue sa bataille sur les réformes électorales. La convention de Lamouka, il est prévu à l'article 4 et ce qu'on appelle les retraits volontaires. Les retraits volontaires, si vous allez à l'alinéa 4 et article 3 de notre convention, vous allez le voir. Ils se sont retirés d'eux-mêmes en adhérant dans l'union sacrée. Félix maltraite Bemba et Katumbi. Alors maintenant, pour se donner une bonne conscience, sauver un peu la face, ils doivent venir nous embrouiller, mais Fayoulou et Mouzito ne sont pas là. Pendant qu'ils sont en train de faire prévaloir les poids politiques pour obtenir 8 postes, 8 ministères, nous on se bat pour réformer la CNI, réformer la loi électorale et préparer de bonnes élections en 2023. Pour Isaac Bakoukou, membre d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi n'a pas quitté la MOUCA. Il reste le fondateur de cette plateforme politique car les soucis majeurs
et de conquérir le pouvoir. La coordination, elle est tournante, de 6 mois. Il y a eu un monsieur, Fayoulou, qui était coordonnateur. Merci, il a travaillé et maintenant c'est le tour de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais, parce que dans la MOCA, le fondateur, même si vous suivez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et les ASBEN, le fondateur quitte par démission ou par décès. Monsieur Moïse n'a jamais quitté la MOCA. Et dans l'article 6, on prévoit l'autonomie des partis politiques et des regroupements politiques qui ils peuvent se prononcer au nom pour le compte de leur parti ou regroupement politique sans engager la MOCA. Ce que nous faisons parce que nous avons les soucis du pays. Isaac Bakoukou soutient que le leader du mouvement de la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ont librement adhéré à l'Union sacrée de la nation. Cela n'éprouve pas leur retrait à la coalition Lamouka. C'est une mission de pacification de la province de l'Ituri dont l'essentiel du travail était d'échanger avec les groupes armés basés dans cette partie de la RDC. C'est dans les soucis de rétablir la quiétude à la population de l'Ituri qu'il avait plu au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de dépêcher une délégation composée des fils de l'Ituri pour sensibiliser les groupes armés actifs en Ituri à déposer les armes et à s'inscrire au schéma de la paix, notamment la nébuleuse galaxie criminelle de Codeco. Une première tentative dont les résultats ont été visibles à travers la province, renseigne le porte-parole de la délégation. Cette première étape de la mission a produit des résultats positifs, la cessation relative des attaques contre la FARDC, la PNC ainsi que les civils, la libre circulation des personnes et de leurs biens sur plusieurs axes sous le contrôle des Codeco, le début des mouvements humanitaires bien qu'encore timides, le début de la relance des activités économiques, le retour progressif dans leur village. 3 mois après le rappel à Kinshasa pour une évaluation, rien ne semble marcher de nouveau dans cette partie du pays. La délégation présidentielle condamne avec la dernière énergie le regain de violence en Ituri. Elle interpelle la communauté tant nationale qu'internationale sur les risques d'une dégénération systémique de la situation sécuritaire avec cette flambée de violence. Elle appelle aussi les miliciens signataires à respecter leur engagement auquel ils ont librement souscrit. Pour ceux qui ne sont pas signataires, elle leur demande d'intégrer le processus de paix. Notons que la délégation était partie de Kinshasa avec 10 membres, 20 autres résidents en province, tous fils du terroir, issus des services de sécurité et de l'armée. Jean-Jacques Mamba. La politique de Machiavel. Diviser pour mûrir. Kabila l'a fait, à l'époque, on se rappelle. Il y a eu plusieurs L de l'UDPS, il y a eu plusieurs L de Palou. Et aujourd'hui, on dit que le nouveau gouvernement, le nouveau système, la nouvelle administration pratique exactement cette même politique. Il y a combien d'ailes aujourd'hui de la MOCA, franchement? Bon, d'abord, je dois vous avouer que je suis triste du spectacle qui est offert par nos, entre guillemets, leaders politiques. Mais bon, je peux faire mon petit commentaire. Il est vrai qu'à un certain moment, M. Fayoulou avait fait une proposition de sortie de crise qui n'allait pas dans le sens de satisfaire les autres partenaires. Il est vrai aussi que de manière assez autonome et unilatérale, M. Bemba et M. Katumbi se sont décidés d'accompagner le chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée. Le spectacle macabre qui est offert, c'est de voir ces 4 leaders se disputer la paternité ou, si vous voulez, l'identité de la MOCA. Donc ça prouve déjà suffisance que c'est quelque chose qui avait réussi.
Mais malheureusement, moi j'ai été élu sous le label Lamouka. Je me rappelle d'ailleurs. Je vous ai accompagné personnellement lors de cette campagne. Et à l'époque, j'avais mis sur mes affiches le visage de Fayulu qui était notre candidat à la présidentielle. Donc moi, par exemple, à Lolokonga, Fayulu reste, et je le mesure au jour le jour, un candidat ou une icône de par ce qu'il a pu réaliser en 2018. Exactement. Donc je ne pourrais pas, par exemple, personnellement m'attaquer à lui. Autant je ne peux pas m'attaquer à notre président national ou encore moi, Moïse Katumbi, que je respecte par ailleurs. Donc moi, je suis dans une position difficile, appelant les uns et les autres à la retenue. Pas seulement à la retenue, mais à la responsabilité. Je veux dire qu'aujourd'hui, il est Est-ce tout à fait... Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous donner le temps, Jean-Jacques Mamba, c'est ça le mauvais côté de la télé. Est-ce qu'ils ne peuvent pas? C'est Bakabouani, c'est un fait. Parce que beaucoup disent qu'on ne peut pas être en même temps au pouvoir et à l'opposition. Ça, c'est le côté Lamouka El Fayulu. Eux, ils disent non, je n'ai jamais quitté. Je suis de Lamouka. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas se séparer calmement, que chacun crée Bornaï? Non, ceux qui restent dans l'opposition restent dans l'opposition, que ceux qui accompagnent le chef de l'État d'abord, vous avez l'assertion, l'État. C'est une assertion universelle, qu'on ne peut pas être dans l'opposition et dans la majorité, mais aujourd'hui, vous avez des membres du PPRD qui sont dans l'opposition et qui sont dans la majorité à cause de l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous avez des gens qui sont venus dans l'Union sacrée, qui sont PPRD, qui sont toujours PPRD, et il y en a qui sont restés PPRD et qui ne sont pas. Je pense que nous devons avoir le courage et assumer nos positions. Moi, j'avais proposé au président Jean-Pierre Bemba, juste après les élections, que nous nous concentrions davantage sur le parti politique MLC. Parce que je pensais qu'à l'époque, nous avions beaucoup d'efforts à fournir et que nos résultats électoraux n'étaient pas très satisfaisants. Je me rappelle, ouais. Alors, ça, c'était ma préoccupation. Maintenant, prendre le pari de transformer Lamouka de plateforme politique, de plateforme électorale en plateforme politique, c'était un risque parce que vous aviez des égos. Vous aviez 3 ou 4 candidats à la présidentielle, dont 3 se sont, entre guillemets, sacrifiés ou ont cédé, dans le cadre d'un consensus, leur place à un candidat, mais qui voulaient aussi, pour les prochaines élections, je suppose que M. Bemba, comme M. Katumbi seront des candidats, et c'était quelque chose de difficile à piloter. Donc moi, au sortir des élections, en tout cas, je l'ai dit directement au président national du MLC pour lui dire, je ne pense pas que la formule Lamouka, plateforme politique, va fonctionner. Maintenant que les choses sont telles qu'elles sont, que chacun d'eux veut la paternité de la Mouka, moi je reconnais, et je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas être de l'opposition et de la majorité, autant je reconnais qu'on ne peut pas attribuer à qui que ce soit la paternité et le droit d'exclure les uns et les autres. Les gens doivent partir. Ils ont donné l'exemple de Niamouissi, par exemple, si je le mets Niamouissi et Mbou... Celui qui est parti à la BAD. Matungulu. Voilà, ils se sont auto-exclus parce qu'ils sont partis. Alors pourquoi Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'acceptent pas cela de leur part? Parce que, imaginez le scénario. Parce que là, on non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Si M. Fayulu avait, quand il a proposé sa sortie de crise, c'était son papier en tête, c'était son initiative. Allons imaginer que cette initiative avait été prise, avait été accueillie et qu'elle avait été mise en œuvre. Ça veut dire que M. Fayulu serait à la tête d'une institution, M. Tshisekedi serait président de la République, selon les propositions qu'il avait faites. Est-ce qu'en ce moment-là, il se serait auto-exclu de la Mouka? Je ne pense pas. Moi, je veux rester objectif. Je suis en train de dire que le spectacle qu'ils sont en train de nous offrir, c'est un spectacle qui est désolant. Je ne suis pas en train de dire que M. Bemba et M. Katumbi ont raison, que M. Fayulu a tort. Mais je pense que les prémices, et c'est comme je viens de vous dire, au lieu de dire commission électorale nationale tout court, vous rajoutez indépendante, mais vous ne voulez pas qu'elle soit indépendante parce que vous devez désigner des gens. Et c'est aussi, si vous voulez, la symétrie intellectuelle qu'il y a avec la Mouka, parce que dès lors que vous aviez une plateforme électorale par contrainte, on a choisi Fayulu parce que M. Bemba ne pouvait pas se présenter, était invalidé, M. Katumbi ne pouvait pas se présenter, ils se sont retrouvés contraints, ils ont dit que ce serait M. Fayulu. C'était pas par amour, il n'était pas évident de continuer dans ce format-là et devenir une plateforme politique qui aurait 4 têtes avec 4 personnes qui sont susceptibles d'être candidats à la présidentielle. Dragon à 4 têtes. Donc moi j'avais donné mon avis à ce moment-là, il n'a pas été suivi. Si vous remarquez, dans le profil, regardez, quand vous prenez la Mouka, plateforme politique, vous retrouverez mon nom nulle part. Je n'ai participé à aucune réunion et je n'ai jamais participé à une marche de la Mouka en tant que plateforme politique. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait épiloguer sur ce que nous voyons aujourd'hui, où vous avez quand même des personnes qui ont des égos, qui sont libres, qui sont de haute facture, qui peuvent chacune d'elles
ne pas se mettre d'accord sur le fait de se redésigner un seul candidat pour aller à la présidentielle, et c'est ça le problème. J'ai vraiment un intellectuel avec moi. Aujourd'hui, certains membres du MLC et du parti de Moïse Katumbi sont dans le gouvernement. Donc aujourd'hui, vous allez, en 2023, payer le prix fort de l'échec ou de la réussite de ce gouvernement. Vous n'allez plus dire c'est la faute de Kabila, puisque aujourd'hui, il y a F. Bazaïba, il y a certains, il y a Christian Mwando, il y en a beaucoup, hein, du MLC et de Ensemble. En 2023, vous allez vous cacher derrière qui aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, tout était Kabila aujourd'hui. Tout était Kabila, le mal incarné, le génocidaire, le trucidaire. J'ai l'avantage. Alors en 2023, vous allez porter le chapeau du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. J'aimerais vous dire Est-ce que vous avez compris ce risque-là aussi? Pourquoi ne pas laisser Tshisekedi terminer son mandat de 2023 et qu'après, je vais vous répondre de la manière suivante. Oui, je vous en prie. J'ai l'avantage d'avoir une indépendance d'esprit, qui n'est d'ailleurs par ailleurs, qui n'est pas appréciée, même au sein de mon parti. Je vous dis les choses telles que je les sens. Et je ne dis des choses que pour lesquelles je suis intimement convaincu. Effectivement, aujourd'hui, nous avons pris la responsabilité en tant que groupe. Je n'avais pas la décision. Si j'avais la décision, les choses pouvaient se passer autrement. D'aller dans l'union sacrée. La seule chose que je puis faire, par solidarité, c'est de demander à tous nos ministres, que ce soit ceux d'ensemble, de faire un travail remarquable, parce qu'ils seront autant redevables que les ministres de l'UDPS, que les ministres de tous les ministres de l'Union sacrée, devant la population, s'il y a échec. Cela veut dire que je vais aussi aider tous ceux qui sont au gouvernement, par des motions, par des contrôles parlementaires, pour m'assurer que l'échec soit évité. Nous devons réussir, parce qu'en ce moment-là, nous ne pouvons pas, comme vous venez de le dire, que c'est la faute à X ou Y. Raison pour laquelle j'exhorte tous ceux qui ont eu le privilège, si on peut considérer ça comme ça, d'être dans l'équipe, comme l'a dit Bernadette, le privilège d'être dans l'équipe gouvernementale. Nous les encourageons à faire un travail de qualité pour permettre effectivement à chaque plateforme identifiée d'Union Sacrée de battre campagne avec à la base des résultats probants. Si tel n'est pas le cas, nous ferons notre travail de parlementaire et nous allons dire à la population, nous avions fait ce que nous pouvions faire, mais malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de vos demandes et le peuple tranchera. 2023, donc, on a l'impression que ça sera un branle-bas de combat. Il y aura tous les candidats rejetés en 2023, en 2018 ou 2019, qui vont... on va dire en termes simples, seul Dieu sait comment ça va se passer. Moi, ce que je pense, c'est que nous ne sommes pas à l'abri de certaines surprises, parce qu'il y aura plusieurs candidats. Peut-être que M. Bemba sera, M. Katumbi sera, peut-être qu'ils vont renoncer à leurs ambitions présidentielles au profit de l'Union sacrée pour soutenir le deuxième mandat du président Tshisekedi. Tout ça, nous le saurons dans quelques années, mais pour l'instant, nous sommes le pays le plus pauvre au monde avec le taux de famille le plus élevé. J'invite tout le monde à travailler pour améliorer la sécurité et la situation sociale. L'Est de la République... ça ne va toujours pas. Nous remontons un peu, nous allons en Ituri, où je sais que dernièrement, on a encore fait tomber le gouverneur Bamanissa, une motion de censure à tout bout de champ. L'Ituri, le Kivu, partout, ça ne va pas à l'Est de la République. Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous préconisez? Que doit-on faire? C'est vrai que vous avez déjà donné une piste de solution, il faut vraiment mettre beaucoup d'argent dans l'armée, mais quoi d'autre? Que faire? Bon, il faut reconnaître quelque chose. Il faut reconnaître quelque chose, et je crois que nous devons l'assumer aussi. Nous avions dit à un moment donné que Mobutu devait partir parce que c'était le problème du Zaïre. Mobutu est resté avec nous pendant 32 ans, il n'y avait pas de MONUSCO. Mobutu est resté avec nous pendant 32 ans, les gouverneurs des provinces étaient nommés, et la plupart des temps n'étaient pas originaires de ces provinces-là. Et je pense qu'il y a même un gouverneur que je n'oublie pas... Oui, qui n'était pas originaire de la province. Konde Vila Kikanda, qui a été même élu député national dans le Kivu, n'était pas originaire de là. Aujourd'hui, le système politique que nous avons choisi en décentralisant a exacerbé, si vous voulez, les identités ethniques et tribales. De sorte que moi, Jean-Jacques Mamba, je ne peux pas aller, par exemple, me présenter dans une élection d'une assemblée provinciale au Bas-Congo. Parce que je ne suis pas ressortissant du Bas-Congo. Je ne pense pas que c'était un peu prématuré, parce que avant d'arriver à ce niveau-là, il fallait d'abord passer quelques étapes, notamment l'autosuffisance alimentaire, l'administration, et ainsi de suite, et avant d'arriver à des options politiques aussi profondes. Donc nous sommes dans une difficulté parce que la loi vous dit
ne vous parle pas de rétrocession, elle vous demande de retenir à la source, mais le gouvernement central absorbe toutes les ressources de province. Là, je suis en train de vous parler de ce qui se passe avec les motions qui pilulent, et j'ai fait tout le pays, plus ou moins. J'ai vu les assemblées provinciales au Katanga, à Kisangani, j'étais un peu partout. Le vrai problème, c'est qu'il y a un problème chez vous, c'est à... Oui, je suis allé Kwilu, je suis allé au Kwilu aussi, je suis allé à Kikwit, Paikongi, là, j'ai visité un peu tout le pays. Et ce qui se pose comme problème, c'est quoi? C'est que la plupart des entités décentralisées, les provinces, n'ont pas de moyens. Et il y a une très forte pression autour des gouverneurs. C'est-à-dire que les députés provinciaux, parce qu'il n'y a pas de rétrocession, parce que l'État ou le gouvernement central ne renvoie pas les moyens, tout le monde est rué sur le petit dollar qui entre et tout le monde pose des problèmes en termes sociaux. Et lorsque le gouverneur n'est pas en mesure de rencontrer les préoccupations des députés provinciaux, on lui cherche des noisettes et là, ça épilogue sur des motions, ainsi de suite. Et finalement, vous allez remarquer qu'en dehors du Katanga, qui a quand même des ressources assez importantes dont les députés provinciaux sont bien payés, mais les provinces qui ont des députés plus ou moins, qui ont des ressources plus ou moins limitées, il y a beaucoup de problèmes parce que les députés provinciaux sont exposés à une situation précaire, non seulement de leurs électeurs, mais leur propre situation. Quelle province qui a des moyens limités? Parce qu'on dit que toutes les provinces de la RDC sont riches. Je ne sais pas, chez moi, peut-être, en Kwilu, je ne sais pas quelle richesse il y a au Kwilu, mais on a quand même du bois. Vous savez aujourd'hui, il appert qu'un député provincial du Lualaba gagne mieux sa vie qu'un député national. Du Kwilu, ça c'est vrai. Vous comprenez? Donc, ici, on est en train de dire que la caisse de péréquation n'a pas fonctionné. On est en train de dire, elle existe, mais elle n'est pas alimentée. Et on est en train de dire ici que, sur le plan pratique, les provinces ne se retrouvent pas parce que ce qu'elles génèrent comme ressources sont absorbées par le gouvernement central qui a d'autres priorités. Maintenant, de manière générale, vous prenez l'Ituri, vous prenez le Sud, partout il y a des problèmes. Comme je vous le dis, je doute fort que les ADF viennent faire un tour au Bandundu parce qu'ils ne vont rien y trouver. C'est en même temps la partie du pays presque la plus riche, après le Katanga, où il y a des ressources des plus prisées sur le plan international, c'est-à-dire vous parlez du coltan, la cassiterie, tout ça. De troisième génération. Et donc il y a aussi des exploitations anarchiques, et donc il faut d'abord réguler, il faut une administration forte, mais tout ça c'est une question de vision, il faut gouverner. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous avons encore des difficultés à ce niveau-là. Donc nous devons encourager la nouvelle équipe à faire mieux, et si elle ne fait pas mieux, le peuple nous jugera sévèrement et il prendra ses responsabilités. En 2023. En attendant, serrons les ceintures. Nous allons terminer par le social, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu du Covid-19. Parce que normalement, on nous a dit que c'est à partir du 19 que la vaccination va commencer. Mais quand on s'ouvre vers le monde, on voit comment certains États sérieux, entre guillemets, moi je le dis, décommandent l'utilisation de certains vaccins. Mais chez nous, voilà, on n'y comprend plus très bien. J'ai un député qui doit normalement protéger sa base. Je ne sais pas ce que mon invité va dire à sa base de la Lukunga. Doivent-ils aller se faire vacciner avec AstraZeneca? Je ne sais pas comment on prononce cela. On va en parler pour clôturer cette émission. Et on va parler du digital. Eh bien, vous le savez, il y a aujourd'hui un nouveau ministère, du numérique. Beaucoup de gens d'ailleurs se posent la question, est-ce qu'il y a une différence entre le PT antique et ce nouveau ministère? Quel est le job description de ce ministère? Nous allons en parler pour clôturer cette émission. Aussi volontaire soit-elle, la vaccination contre les coronavirus continue d'être un sujet de méfiance pour un certain nombre de la population. Interviewé en rapport avec les débuts ce lundi 19 avril 2021 de la campagne de cette vaccination, Sekinois rejette catégoriquement cette option. Non, on ne doit pas seulement accepter ce que les médecins disent. Oui, c'est pour prévenir. Il y a des dangers, conséquences par après. Vous avez ici quand même par rapport à l'envers constaté que quand on avait vacciné les gens, il y a eu encore des conséquences. Donc nous devons être prudents. Et moi ça m'étonne, vaccin Ebola etambola wapi. Et puis tozana malaria awezaka makasi. Recherche nango pour un vaccin. Pour avoir c'est pas normal. On est allé malade et zoboma mingi di bana.
D'autres par contre se disent prêts à être vaccinés afin de prévenir la maladie. Nous devons nous conformer parce que ça va de notre intérêt qu'on puisse avoir ces vaccins. Nous avons suivi ça dans d'autres pays. On hésitait un peu pour les conséquences secondaires, mais selon les études faites, on a trouvé que ça ne provoque pas vraiment ces conséquences-là. Et j'ai dernièrement suivi le ministre, il a confirmé que j'espère ici, on fait les contre-expertises et ils ont trouvé que ça va, les gens peuvent répondre à ces vaccins-là. Notons que depuis le début de la pandémie, la RDC a déjà enregistré 28 665 cas de Covid-19 avec plus de 745 décès. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'entreprise de télécommunications et de l'information chinoise Huawei étant leader de TIC, a participé à 2 jours de table ronde sur le digital. Un vrai creuset qui va aider la RDC à entrer à l'heure de la digitalisation. Cette entreprise devenue un partenaire fiable et stratégique pour la RDC dans le domaine de numérisation est appelée à construire un centre de formation de talents congolais afin de les développer dans le numérique pour l'horizon 2025. Oui. On sait que depuis 2019, le gouvernement a lancé son plan national du numérique qui s'appelle Horizon 2025 et le président il a précisé que faire le numérique congolais en levier de bonne gouvernance, la croissance économique et aussi le progrès social. Après les DG de Huawei RDC, M. Jin Liu, le but de cette entreprise de télécommunications est de permettre à la RDC à accéder à cette digitalisation, améliorer les infrastructures de télécommunications, chercher les ressources efficaces de financement, collaborer avec les partenaires de l'écosystème en RDC. La population africaine est à 85% rurale et il est important aujourd'hui en parlant de digitalisation de penser à des solutions adaptées au monde rural parce que la fibre optique ne peut pas être déployée partout à cause du relief, à cause du prix, à cause du temps de déploiement. Et de ce fait, Huawei, nous avons mis en place des solutions appelées notamment Rural Star et aussi PowerCube 1000 qui permettent de pouvoir amener la connectivité et l'énergie renouvelable dans les zones reculées qui sont les villages pour leur permettre d'avoir accès à Internet. Signalons que Huawei reste le principal fournisseur d'infrastructures d'éthique et des terminaux intelligents dans le monde. Huawei en RDC pour la RDC continue à investir à long terme pour accompagner le gouvernement congolais dans la transformation numérique. Ce vaccin, permettez-moi, je ne parviens jamais à prononcer ce nom-là. On voit les dégâts que ça cause. C'est vrai qu'on dit proportionnellement, c'est pas très grave, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et la dernière vidéo virale où cette dame est tombée comme ça, voilà, ça cause beaucoup de problèmes. Chez eux, on diminue, on dit non, on ne sait pas très bien. Mais chez nous, où les cas de Covid ne dépassent même pas le cap de 100 000 personnes. Pourquoi? C'est vrai que c'est volontaire, Jean-Jacques Mamba. Vous êtes député. Si vous descendez, faites comme si vous parlez à votre base de la Lukunga. Qu'est-ce que vous allez dire à votre base de la Lukunga par rapport à ce vaccin qui doit commencer, la vaccination doit commencer ce lundi normalement? Adressez-vous à votre base de la Lukunga. Qu'est-ce que vous allez leur dire par rapport à Je vais faire quelques observations, mais avec votre permission, j'aimerais rendre hommage à feu l'honorable Lokondo, qui est mort de la Covid. Lorsqu'on parle de Covid, je pense à lui parce qu'avant, enfin chaque fois qu'on était ensemble, il me disait, on dit, la petit mais finalement, ça l'a emporté, et de la manière la plus violente et la plus triste. Quand je pense à Covid, je pense à lui. Je pense que dans une certaine mesure, j'ai tenu mes propos, quoique personnellement, je n'ai pas envie de prendre ce vaccin, mais je pense que cette maladie existe et on doit convenir qu'elle n'a pas eu les mêmes dégâts en Europe qu'en Afrique.
Il y a des observations qu'il faut faire par rapport au vaccin. Vous savez, c'est vrai que le cas de cette vidéo qui est virale a poussé certains pays à reculer. Autant lorsqu'on prend statistiquement, on verra que ce genre de cas de thrombose, ça représente 0,1% des personnes vaccinées. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes âgées en France, aux États-Unis et partout qui ont pris ce vaccin sans faire ses allergies, sans avoir ces problèmes. Et je pourrais aussi vous dire qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles prennent la quinine, elles en meurent. Et si vous devez filmer la manière dont elles meurent à cause de la quinine, vous n'allez peut-être jamais prendre la quinine. Je pense que chacun de nous a une manière de réagir. Chacun de nous a une manière de réagir. Et dans tous les médicaments que nous consommons, il y a toujours des effets secondaires, mais il y a aussi des prescriptions pour dire que tel genre de personne ou tel groupe sanguin ne peuvent pas le prendre. Maintenant, c'est ça la question. Donc, qui doit prendre ou ne pas prendre? Ça, c'est une observation. C'est une observation. La deuxième observation, c'est aussi de dire que comme ça n'a pas beaucoup touché les Africains, ils n'ont pas non plus investi beaucoup de moyens pour expliquer comment est-ce que le virus s'est comporté différemment. Les variantes? Oui, pas seulement les variantes, mais je veux dire qu'en termes de décès, en termes de réanimation, alors qu'on attendait une hécatombe en Afrique, on parlait jusqu'à 30 millions de morts, hein, c'est ce qu'on prédisait, après ce qui s'était passé en Italie. Comment est-ce que le virus n'a pas eu le même comportement, n'a pas eu la même violence, n'a pas eu la même incidence dans les pays d'Afrique que les autres pays? Je pense que il y aura des études qui sortiront plus tard pour expliquer pourquoi, par exemple, chez nous, lorsque vous vous réveillez le matin, vous constaterez que les mesures barrières ne sont pas respectées, aucunement. Les gens sont dans les taxibus, les gens sont dans les transco, les gens sont dans les bars, même si on ferme à 21h, c'est comme si le virus non contaminé, c'est comme si le virus n'agissait qu'après 22h. Les gens sont dans des bars et des boîtes jusqu'aux 22h, mais ça n'a pas sensiblement amplifier la situation. C'est comme si le virus aurait un comportement différent. Je ne parle pas que du Congo, mais je parle du Sénégal, je parle du Tchad, je parle des statistiques d'Afrique noire chaude, hein, l'Afrique tropicale. Le virus n'a pas eu le même comportement, n'a pas eu la même incidence. Ça, c'est une deuxième observation. La troisième observation, c'est de dire, bon... Mais au Brésil, ça a été un incantant, malgré que le Brésil était un État qui... Oui, mais il y a aussi... Le climat du Brésil s'apparente un peu à... Plus ou moins, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais en dehors du climat, il y a aussi les lieux communs. Vous savez, en Afrique... vous n'avez pas beaucoup d'escalators, vous n'avez pas beaucoup de métro, vous n'avez pas beaucoup de distributeurs de billets. Donc la vitesse de contamination par rapport à l'Europe, elle est par rapport aux pays très développés, elle est moins rapide. Parce que dans un escalator, tout le monde le touche. Et quand vous avez plusieurs grandes surfaces, par jour, il y a peut-être 200 000 personnes qui ont touché et qui vont aller sur des distributeurs après. Je veux dire que la vitesse de contamination n'est peut-être pas la même parce que nous sommes moins développés. Ça peut être une explication. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'hasarder à multiplier les hypothèses, mais je fais que des observations en tant que, entre guillemets, politique, pour épiloguer en disant, la quatrième observation, qu'il ne nous appartient pas. Je pense que la décision de prendre le vaccin est une décision qui doit être d'abord individuelle, qui ne doit pas être imposée. Mais malheureusement, nous sommes en train de glisser petit à petit vers un passeport vaccinal dans lequel vous devez présenter que vous avez été vacciné pour voyager. Pour ceux qui vont souvent à l'étranger, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de choix. Ils devront prendre ce vaccin. Mais comme certains pays, et on a vu que le taux d'ambivalence est différent et varie de pays à pays, je pense que ça doit rester quelque chose de libre. Moi, il y a certains vaccins que je n'ai jamais eu. Je ne pense pas avoir eu le vaccin de la polio. Mais bon, il y en a qui... grave, hein, je pense pas, mais je marche. Donc, je veux dire que j'aimerais que l'on considère que le vaccin est libre, mais c'est tout à fait responsable que nous protégions les personnes vulnérables ou les personnes à risque. Une loi par rapport à ça, parce que comment dire, les faits précèdent le droit, non? C'est ce qu'on dit. Est-ce que par rapport à la vaccination, parce qu'on ne sait jamais, comme vous le dites, peut-être demain il y aurait une autre pandémie, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a déjà une genre de proposition par rapport à la vaccination pour dire, par exemple, que la vaccination n'est pas obligatoire? Non, moi ce que je... Parce qu'il y a certains vaccins qui sont obligatoires, comme la polio. Est-ce que vous savez que si la malaria, BCG, je ne sais pas si la malaria tuait en Europe comme en Afrique, il y aurait déjà un vaccin. Derrière le vaccin, il y a du business, parce que pour payer des chercheurs, pour des heures de chercheurs, c'est des heures et des heures, c'est des personnes qui sont extrêmement bien payées, avec tout ce qu'il y a comme essai clinique, tous les moyens qu'il faut mettre en place pour établir les protocoles et fabriquer le vaccin. Si la malaria tuait en Europe comme ici, il y aurait déjà un vaccin. Cela veut dire que quelque part, nous sommes un marché. On va le dire comme potentiel. Commercialement, nous sommes quand même un marché. Je ne pense pas qu'on va nous donner ces vaccins-là gratuitement. Mais je dis simplement qu'en ce qui me concerne, il faudrait que nous protégions les personnes qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, en se référant à nos propres statistiques. Mais je n'aimerais pas que le vaccin devienne une obligation légale. Toute petite minute, nous n'entendez pas la numérisation. Ce ministère du numérique, est-ce qu'il y a une différence entre pétéantique et numérique ou c'est seulement un remplissage ou caser les gens? Non, je crois que le pétéantique est très orienté vers les télécoms. Okay. Mais ici, moi je vois le numérique et je n'ai pas lu le cahier des charges, mais j'imagine
que ce sera effectivement la dématérialisation, par exemple, des moyens de paiement, parce que lorsqu'il y a des notes de perception, si on les dématérialise, les gens ne manipulent pas le cash. Vous savez, aujourd'hui, dans certains ministères, l'argent continue à venir en sac. Même à la présidence, vous voyez des gens qui circulent avec de l'argent en sac, les gens qui vont payer leurs impôts, les gens qui vont payer leurs taxes, au lieu de le faire par voie bancaire, ils le font en comptant des billets, ils vont déposer au guichet sur base d'une note de perception. Donc, si le ministre du numérique travaille d'arrache-pied, nous pouvons dématérialiser tous les moyens de paiement et éviter au maximum que les gens manipulent le cash, parce que vous savez, on est congolais, donc lorsque vous avez le cash à disposition, pour la plupart, ce n'est pas évident. Merci, en tout cas, merci Jean-Jacques Mamba d'être passé à la barre, merci. Merci en tout cas, et bonne continuation hein, dans votre travail de député. D'ailleurs, vraiment, cotation, beaucoup disent que c'est parmi les législatures les plus compliquées et la législature la plus médiocre. En tout cas, les gens disent qu'ils sont déçus. Moi, je partage l'avis de beaucoup de Congolais et je vous transmets l'information. Les gens sont quasiment déçus. Ce que j'aimerais rajouter, je vais assumer solidairement la cote générale, je ne vais pas m'en extraire, mais nous devons aussi créer un système de cotation du gouvernement. Vous savez, en Europe, notamment en Belgique, lorsqu'il y a un gouvernement, on cote chaque ministre sur 10. J'aimerais appeler les Congolais, je vais pousser cette idée de coter chaque ministre par rapport au travail, aux obligations qu'il a, ce qu'il fait et ce qu'il produit comme travail. Ça va les pousser vers l'excellence. C'est vrai que le Parlement n'a pas été à la hauteur des enjeux. Le Parlement a montré un spectacle, notamment avec la dernière pétition des signatures de nos collègues révolutionnaires, que je peux comprendre, mais ça ne se justifie pas dans ce contexte. C'est vrai, je l'assume solidairement. Nous avons été médiocres, ok, je l'assume. Mais je dis aussi qu'aujourd'hui, nous devons établir des critères d'évaluation de nos ministres pour les pousser vers l'excellence, parce que c'est eux qui sont censés, avec les moyens de l'État, rencontrer nos préoccupations. Et en 2023, voter utile cette fois-ci, hein, parce que aujourd'hui, vous voyez, ce sont les retombées de nos votes. Et moi, je suggérerais qu'en 2023, en tout cas, soyons pragmatiques et très sévères, parce que sinon, notre pays, ça sera maintenant en dessous du Yémen. Vous connaissez le Yémen? C'est pas en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver avec le même plaisir le dimanche prochain. Et bon anniversaire à Gilles Chibampé. Merci, en tout cas, bon anniversaire à toi. Et je fais un coucou à toutes les femmes qui sont nommées au gouvernement. Ne prouvez pas vos compétences, je vous le dis, mais travaillez. Parce que quand on vous a mis là-bas, c'est que vous êtes déjà compétente. Vous n'avez rien à prouver, mesdames. Travaillez pour le pays. Et je fais un coucou à une dame que j'apprécie énormément, Bernadette Poundou. On se retrouve le dimanche prochain. Inch'Allah.